Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct. Dans cette petite heure ensemble, nous partons à la rencontre de ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et voici tout de suite le programme de ce mercredi 9 octobre. Je recevrai d'abord Sophie Guyot, directrice du développement éditorial pour la revue Éco Savoie-Mont-Blanc. La rédaction a consacré un numéro spécial au bâtiment. Nous évoquerons donc avec elle ce secteur d'activité. Et puis les agriculteurs ont manifesté partout en France ce mardi, partout mais pas en Savoie-Mont-Blanc. Le président des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie sera avec nous pour en parler. En fin d'émission, nous rencontrerons Clémentine Hérault. Elle a créé une marque de vêtements et d'accessoires inspirés de nos belles montagnes. Mais avant de recevoir mes invités, Sébastien Germain me rejoint pour un petit point sur l'actualité. Salut Victoria. Salut Seb. Alors avec toi, on parle des titres du JT. Fanette nous en parlait hier dans le journal. On évoque à nouveau le maire de Chamonix. Oui, Eric Fournier, un maire de Chamonix, donc, qui est convoqué le 17 octobre prochain en vue d'une mise en examen. La justice qui le soupçonne de prise illégale d'intérêt, de favoritisme envers la Compagnie du Mont-Blanc. Emmanuel Jaude est allé à sa rencontre. On verra son interview dans le journal. Et puis on fait un point sur la filière de l'animation. Oui, Citia et le département de Haute-Savoie qui présentaient ce mercredi matin les résultats du 5e observatoire de la filière image. On verra que la filière animation est en pleine expansion, notamment dans le bassin annécien. Merci Sam, on te retrouve tout à l'heure pour le journal de la rédaction à partir de 18h30. Et nous passons à la rubrique économie avec Sophie Guyot de la revue Éco Savoie-Mont-Blanc. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Victoria. C'est direct. Vous êtes donc directrice du développement éditorial pour Éco Savoie-Mont-Blanc. Avant toute chose, quel est votre rôle au sein du groupe ? Alors mon rôle au sein du groupe, moi je suis journaliste à la base, mais depuis quelques années, on a développé une cellule qu'on a baptisée Intelligence économique et qui travaille beaucoup sur tout ce qui est données statistiques et chiffres. Et à partir de ces données statistiques et de ces chiffres, on fait des numéros spéciaux, des hors-séries dédiés à des secteurs ou au département ou à la frontière aussi. Et justement, vous avez décidé de consacrer un numéro spécial au secteur du bâtiment dans nos départements. Pourquoi ce choix ? Alors en fait, c'est notre premier panorama consacré au BTP. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est à la fois emblématique et tout à fait structurant de notre territoire, mais auquel on ne pense pas forcément. Quand vous discutez avec soit des Savoyards ou des Hauts-Savoyards ou des gens extérieurs au département, ils vont vous parler tout de suite de la montagne, ils vont vous parler du tourisme, ils vont vous parler de l'industrie. Le BTP, on n'y pense pas forcément, alors que le BTP, c'est vraiment un secteur qui est au quotidien engagé avec toute l'économie et toute la population des deux départements. On apprend notamment donc dans l'éditorial que vous avez signé que effectivement le bâtiment ce sont 32 000 emplois locaux, c'est pas rien. Quelle est la situation de l'emploi dans ce secteur, du marché de l'emploi ? Alors c'est un secteur qui va plutôt bien, il a eu des années difficiles. Il y a un proverbe qui dit quand le BTP va, tout va. C'est vrai que le BTP il accompagne en fait toute l'économie puisqu'il accompagne à la fois les besoins des particuliers avec les logements, il accompagne les collectivités avec tout ce qui va être les infrastructures, les collèges, les hôpitaux. Il va accompagner les travaux comme par exemple l'entretien des voiries qui est tellement important dans nos départements de montagne. Il va également accompagner l'aménagement en station. Donc quand l'économie globalement va bien, forcément le BTP il est très occupé. Et donc le BTP là il a connu une assez forte reprise et là il va plutôt bien et il recrute. Quelle est la typologie, enfin le profil justement des personnes qui travaillent dans le bâtiment ? Alors c'est intéressant parce que le BTP, comme beaucoup de secteurs, est un tournant aujourd'hui, c'est un enjeu. C'est un secteur qui est en train de faire un peu évoluer ses emplois. Il s'industrialise de plus en plus. Il y a des compétences de plus en plus pointues.
Dans les enjeux auxquels est confronté le BTP, il y a l'enjeu du digital et de la numérisation. Donc il y a des emplois très techniques qui se développent, tout en gardant bien sûr des emplois classiques de manutention, de chantier, de conducteurs de travaux. Mais c'est un secteur qui aujourd'hui est confronté à des enjeux de formation et de positionnement, de repositionnement de ces entreprises pour engager des talents. Et où se situent nos départements par rapport au reste de la France? Est-ce que ce sont des départements où on construit beaucoup? Oui, ce sont des départements, c'est en lien avec l'attractivité économique, aussi bien de la Savoie que de la Haute-Savoie. On continue d'attirer énormément de gens, donc on a besoin de logements. Les entreprises construisent aussi des locaux. Que ce soit des bureaux, des ateliers. Donc, accompagnant cette attractivité économique, oui, on a un BTP qui est très actif, qui globalement représente un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros quand même sur les 2 départements. Donc, ça n'est pas rien. Effectivement. Dans le magazine, il est construit par dossier. On a différentes thématiques et il y a une thématique qui est évoquée, c'est le digital. Vous en avez parlé rapidement. Comment la digitalisation touche le secteur du bâtiment ? Alors, elle ne touche pas forcément toutes les entreprises parce que une des caractéristiques du BTP, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont des toutes petites structures, des artisans, un maçon, un plombier. Bon, ils vont avoir un peu moins d'impact, mais sur tout ce qui est modélisation numérique, sur un chantier, sur l'organisation comment dirais-je, des maquettes et des plans, gérer tous les documents. De plus en plus, il faut faire ça en digital et c'est en train de transformer considérablement le BTP parce que c'est un vrai enjeu, c'est ce qu'on appelle le BIM. Et c'est voilà, le BTP face au BIM Bang, c'est vraiment un enjeu majeur pour toutes les entreprises, qui leur fait gagner du temps, qui fait que par exemple aujourd'hui, tous les plans peuvent être modélisés en 3D, stockés, les documents vont être conservés, on peut interagir sur un chantier entre plusieurs professions avec ces maquettes numériques et ces documents qui sont sur un seul, comment dirais-je, qui sont stockés sur un seul document numérique. Donc ça fait gagner effectivement énormément de temps, mais ça demande une technicisation du secteur et auquel le secteur n'est pas forcément habitué. Donc toutes ces informations, on les retrouve dans ce hors-série. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Alors, en fait, il a été envoyé à tous nos abonnés et par ailleurs, on peut évidemment se le procurer sur notre site, donc sur le site groupe-ecomedia.com, qui est notre site rassemblant toutes nos publications. Là, on a le petit dernier des hors-séries, mais il y a beaucoup de projets en cours au sein du groupe. Alors oui, parce que depuis quelques années, on s'est effectivement développé sur d'autres secteurs d'activité. Bon, à la base, on a effectivement un navire amiral qui reste l'hebdomadaire Éco-Savoie-Mont-Blanc. Mais déjà, depuis quelques années, on a racheté d'autres journaux dans l'Ain et en Nord-Isère. Donc, on a aujourd'hui un Écho de l'Ain et un Écho Nord-Isère. On a également un journal en Suisse qui s'appelle L'Extension et qui est un journal à vocation transfrontalière. Et à côté de ça, on a essayé de faire un complément d'activité. Mon patron et président Alain Verret est très attentif à ce qu'on fasse comprendre ce qu'est la région. Et comprendre ce qu'est la région, c'est à la fois suivre l'activité économique, et ça c'est ce qu'on fait avec nos hebdos, et c'est aussi effectivement développer toute cette collection de hors-série et de panoramas qui sont un peu des outils de compréhension et de culture économique générale sur le territoire. Donc on a aujourd'hui, sur l'année, on publie une dizaine de hors-séries. Donc ça va du guide Savoie-Mont-Blanc en chiffres au top 500 des entreprises en Savoie-Mont-Blanc. On a la même chose le pendant sur l'Ain, donc l'Ain en chiffres et le top 300. On va bientôt faire un Isère en chiffres. Et puis on a les panoramas sectoriels, donc on a un panorama des domaines skiables, un panorama de l'immobilier qu'on va publier le mois prochain, le BTP qui est le nouveau venu, on va refaire un panorama du décolletage en mars prochain, je pense que j'en oublie, et un frontière en chiffres à la fin de l'année.
Ça fait beaucoup de lectures. En tout cas, on est plutôt assidus à la rédaction, donc on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Sophie Guillot, de nous avoir consacré un petit peu de temps pour cette émission et bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et on va continuer à parler économie, mais dans un autre secteur, cette fois avec l'agriculture. Et pour en parler, j'accueille François Chameau. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes président des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. Alors, président, c'est un titre. Quel est concrètement votre rôle ? En fait, le rôle, je suis président, donc le rôle de la structure Jeunes agriculteurs Haute-Savoie, c'est de défendre l'agriculture et principalement l'intérêt des jeunes qui vont s'installer et donc assurer le renouvellement des générations d'agriculture. Donc tout ce qui est installation et surtout, s'étend la transmission des exploitations. Et puis on voit que là, il y a beaucoup de revendications en ce moment. Les agriculteurs ont manifesté hier dans toute la France. Accord de libre-échange, arrêté anti-pesticides, ce sont aussi des sujets sur lesquels vous vous positionnez. Mais vous avez choisi de ne pas participer à la manifestation nationale hier. Pourquoi ce choix ? Alors on a fait le choix, nos réseaux FDSEA des Savoie et Jeunes agriculteurs 74 et 73, de ne pas répondre à l'appel national qui était le blocage des routes de 11h à 14h. Parce que le blocage des routes chez nous, il se fait naturellement. Donc on n'a pas vraiment besoin de ça pour que ça se fasse. Et on ne voit pas pourquoi aller prendre les gens en otage sur la route entre midi et 2. Pour le coup, ça n'a jamais été notre objectif de mettre du fumier partout sur les routes. C'est pas intéressant pour nous. Notre message, il est peut-être plus profond que ça. Si on peut avoir, pour une fois, la voix des médias un petit peu pour pouvoir l'exprimer, ben voilà, l'objectif était de tourner quand même les caméras à nous. Et pour faire passer nos messages qui sont, oui, ces arrêtés anti-pesticides, mais ça nous concerne un peu en Pays de Savoie, mais pas tant que ça. Mais aussi tout ce qui est revenu, le loup, les accords de libre-échange, on en a des revendications, on en a beaucoup. Et tout ce qui est agribashing, intrusion dans les élevages, et donc on a quand même beaucoup de sujets à défendre et on avait peur que ça fasse un petit peu le fourre-tout dedans. Donc on a préféré donner une conférence de presse lundi pour s'expliquer et ce pourquoi on ne bloquait pas. Après, si on n'est pas entendu, on en arrivera peut-être là. Alors, vous avez évoqué beaucoup de sujets. Justement, pendant la conférence de presse ce lundi en Savoie, vous avez parlé du CETA. Pourquoi vous opposez-vous à ces accords de libre-échange avec le Canada ? Alors, on ne comprend pas. Les accords de libre-échange, on est d'accord qu'il y en ait. Que l'État vende des Airbus, que l'Europe vende des bagnoles et tout, il n'y a pas de souci pour nous. Mais qu'ils arrêtent de jouer avec la bouffe. En fait, on veut pas être la monnaie d'échange, la variable d'ajustement de tous ces accords. Parce qu'à la fin, ils négocient tous leurs industries, leur aéronautisme et leur automobile. Et du coup, derrière, c'est tu me donnes de la viande, je te donne du blé, on fait un petit échange, on fait un petit deal. Mais on se sent vraiment la variable d'ajustement et pour nous, c'est pas normal. C'est pas normal d'importer de la viande qui va faire 12 000 km, qui est produite dans des conditions qu'on connaît pas. On n'arrive pas dans la maison Europe, dans la grande famille de l'Europe, on n'arrive déjà pas à harmoniser les normes correctement entre nous. On a vu les œufs au fipronil, on voit la viande avariée pour les œufs caritatives qui arrivent de Pologne. On n'arrive déjà pas en Europe à tracer exactement nos aliments. Alors comment on va faire pour aller le tracer au Canada ou au Mercosur ou avec les accords du Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Et aujourd'hui, on dit, nous on produit quelque chose, on produit de la qualité, on s'est engagé une montée en gamme de l'agriculture avec les États généraux de l'alimentation, qui a été la grande loi Egalim en début de mandat du gouvernement Macron, et on ne comprend pas pourquoi ils reviennent en arrière. Parce que on vit ça comme une trahison. On a accepté de monter en gamme, on a accepté du local, on dit il n'y a pas de souci, on va faire la transition agroécologique. Mais on est d'accord un peu sur tout le principe. Et derrière, c'est un peu le coup de couteau qui dit faites-le. De toute façon, on va faire de l'excellence française parce qu'on a des signes de qualité, parce qu'on a tout ça. On va l'exporter. Et derrière, on va importer des produits qu'on veut pas, une alimentation qu'on n'a pas envie, qui est contraire à nos normes, qui est contraire à nos engagements d'agriculteurs.
Et du coup, on se sent vraiment délaissé un peu sur le côté. Et surtout, le consommateur, il devrait se sentir trahi. Parce que c'est pas nous les agriculteurs, nous, on consomme ce qu'on produit. On n'a pas de souci avec ça. On en a plein le congèle et plein les jardins. Mais c'est surtout les consommateurs qui vont l'avoir. Et encore plus ceux qui mangent à restauration hors domicile. Parce que ça va pas être avec des grandes étiquettes Canada dans les supermarchés, hein. Ça va être gentiment caché dans la bouffe des hôpitaux, dans la bouffe des cantines et dans les plats cuisinés. Alors justement, vous évoquez les consommateurs. Les modes de consommation sont en train de changer. On s'interroge de plus en plus sur les produits qu'on consomme. Vous l'avez bien dit, on cherche à savoir un petit peu, connaître les processus de production. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aussi à un tournant pour l'agriculture ? Oui, bien sûr qu'on a un tournant. Mais on a un tournant on tourne doucement et tout le temps. Une révolution agricole, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il nous faut du temps pour se retourner. Sorti de la guerre, il y a eu quand même, les gens avaient eu faim. Et ils ont voulu en faire. Et c'est parti là-dessus. Sur les savoirs, on a toujours, il y a 60 ans, qu'on pousse une démarche qualité plutôt que quantité. D'où toutes les appellations fromagères, d'où toutes les IGP sur les fruits, les AOP et IGP dans le vin. Et toutes nos productions sont quand même quasiment toutes sous signe de qualité. Donc on avait fait ce choix-là. Il était apparemment pas faux parce qu'il répond aujourd'hui à l'attente sociétale. Mais même si on prend à l'échelle plus nationale, eh ben, tout le monde se retourne. On n'a jamais eu autant d'exploitations qui se convertissent en bio. Aujourd'hui, il y a une installation sur 3 de jeunes qui se fait en bio. Donc c'est quand même un signe. On va le faire, mais on ne le fera pas immédiatement. Demain, on ne peut pas. Une transition bio, en tout cas, c'est 5 ans. Donc il nous faut du temps, même pour sortir du glyphosate, même pour sortir de tous ces sujets-là qui défoulent les passions, en fait. Eh ben, laissez-nous le temps, on le fera, faites-nous confiance, ça a bien marché jusqu'à présent. On va y arriver. Il y a un autre sujet qui est au cœur des préoccupations pour les agriculteurs, jeunes agriculteurs dans nos pays de Savoie, c'est la question du loup. Pourquoi c'est un sujet qui fâche toujours autant ? Parce que le loup, en fait, il est lié... en fait, il a été éradiqué dans les années 30, il est revenu, on ne sait pas s'il a été remis ou s'il est revenu naturellement, mais bon, ils sont un peu tous hybridés, c'est un peu compliqué. Mais... à l'époque, il y avait plus de place. Aujourd'hui, il y a l'urbanisation qui est quand même galopante dans nos territoires et on a reculé l'agriculture, exactement comme on essaie de faire avec les zones de non-traitement. On recule, on fait des maisons. Alors, qui c'est qu'à tort ? C'était l'agriculteur qui était là avant, mais la maison avance, l'agriculteur doit reculer. Et du coup, on recule aussi toute la faune sauvage. Et nous, on se retrouve à cohabiter tous ensemble au même endroit. Et ça fait une pression entre agriculture et faune sauvage, ça fait une pression quand même assez forte. On n'est pas contre le loup. Le loup... on ne va pas dire qu'il faut tous les éradiquer. On est juste à dire zéro attaque sur nos troupeaux. Donc on met en place des moyens de protection. C'est difficile avec les revenus des agriculteurs aujourd'hui de se payer des bergers pour surveiller toutes les nuits et tout. C'est compliqué. Le métier d'éleveur, c'est déjà un métier qui prend du temps. Et aujourd'hui, si on doit passer nos nuits dans les montagnes, c'est pas possible. On peut le faire, on peut surveiller, mais c'est toujours très compliqué d'avoir une surveillance accrue de nuit sur des surfaces en montagne qui sont quand même vachement étendues tout le temps. Donc on veut les moyens de protection, on veut pouvoir aussi se défendre, donc, parce que si un loup attaque, il mérite sa balle, c'est clair. Et puis, je fais pas de langue de bois. Voilà, le loup qui attaque, il prend une balle et c'est terminé et il reviendra plus au moins. Et du coup, il nous faut les moyens. Et puis après, on arrivera à gérer le loup comme on peut, mais c'est dur et mentalement, c'est vraiment dur pour les éleveurs parce qu'ils disent, de toute façon, ça part à l'abattoir, un mouton ou une genisse. Bien sûr, ça part à l'abattoir, mais aller la voir toute sanguinolente, à moitié vivante, et puis les éleveurs qui les finissent là, dans les prés, c'est insupportable, c'est insoutenable mentalement et économiquement et tout. Économiquement, on ne veut pas d'être compensé d'indemnités, de machin, ça ne sert à rien. Dans les Pyrénées, hier, les éleveurs, ils rendaient les chèques d'indemnité. Parce que ce n'est pas l'indemnité qui compte. Hein. On s'en fout. C'est vraiment nos animaux, on les aime. Et on vit avec et ils vieillissent avec nous, comme nous. Merci pour ces réponses. On va passer tout de suite à notre revue de presse. On reste dans votre secteur avec un sujet d'actualité qui vous a marqué, que vous vouliez soulever. En tout cas, c'est le nombre de suicides chez les agriculteurs. Oui, en fait, ce matin, j'entendais à France Info qu'il y avait un policier qui s'était donné la mort, encore une fois. Alors, je trouve un peu... c'est dommage.
C'est dommage que les gendarmes en arrivent là. Mais en agriculture, aujourd'hui, je disais que c'était le 51e gendarme qui se donnait la mort de l'année. Nous, c'est un par jour en agriculture. Et on est victime de tout ça, on est victime de toute cette pression qui nous tombe sur les épaules, en fait, des faibles revenus, des exploitations qui ne tournent pas, de tout ce qu'on prend, là, comme vous l'avez introduit au début, sur les mouvements anti-élevage, on se sent dénigré, traité d'empoisonneur, de pollueur et tout. Et du coup, c'est quand même lourd à prendre et il y en a qui passent à l'acte Qui supportent pas cette pression. Ouais, c'est quand même vraiment difficile c'est même dur à s'exprimer dessus parce que c'est presque un tabou, mais il faut pas que ça le soit. Et du coup, il faudrait que les gens ils prennent conscience que voilà, à côté de chez eux, il y a de l'agriculture et nous, on s'engage aujourd'hui à ouvrir, on va ouvrir les fermes, on veut signer une charte de bon voisinage. C'est justement aussi pour ça, c'est pour dire, on sera transparent avec le monde et on expliquera pourquoi ces pratiques, pourquoi les épandages, même en bio, ils font des épandages en fait partout, pourquoi les vaches elles ont des cloches, pourquoi les coqs chantent à la limite. Et tout ça, en fait, on veut pas l'avoir sur les réseaux sociaux à leur dire. On a peut-être été mauvais en communication depuis toujours, mais aujourd'hui, voilà, on va essayer de faire pour qu'on cohabite tous, les citoyens, les riverains, les agriculteurs, la faune sauvage, et puis on va essayer que ça aille mieux. Je pense que c'est un des grands enjeux qu'on porte à Jeunes Agriculteurs avec la FDSEA des Savoies et la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Voilà. Merci beaucoup François Chamon, on va rester sur votre émotion et vos revendications. Merci d'être venu nous voir sur le plateau. Merci à bientôt. Et on va passer tout de suite à notre dernière rubrique pour aller à la rencontre d'une créatrice, Clémentine Hérault. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Alors vous avez créé la marque Haute-Savoie 74. Qu'est-ce qui se cache derrière ce petit nom? Alors Haute-Savoie 74, comme l'indique le nom, ça représente la région. Et puis simplement la région. Donc avec le 74 et le HS pour le Haute-Savoie. Donc c'est une marque de vêtements et d'accessoires que vous avez lancée. Depuis combien de temps elle existe cette marque? Alors ça fait depuis 2017 que j'ai créé cette marque. C'est principalement des t-shirts et des sweats. Après je fais quelques petits accessoires, des casquettes et des petits goodies à côté pour compléter la gamme. Quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à la création de vêtements? Un peu par hasard. En général, l'inspiration m'arrive la nuit et aussi par rapport à la nature, au sport et aux loisirs qu'on peut trouver dans la région. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce nom. Comment fait-on pour le moment pour acheter vos vêtements? Principalement sur Internet. C'est vrai que cet été, on a fait pas mal d'événements sportifs dans la région. Donc, par exemple, le Halsman, le Halsbike, le Trail du Bélier, les Jaceback, pas mal de choses comme ça où on a monté des petits stands et après sur Internet. Et comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Oui, c'est vrai qu'avant on était moins connus, donc c'était un peu de la curiosité. Les sweats plaisent beaucoup et cet été on a explosé. Et vous avez en plus une dimension écologique responsable puisque vous utilisez notamment des encres recyclées. Qu'est-ce que c'est, les encres recyclées? Alors ça, c'est mes fournisseurs textiles. Donc j'essaye de prendre des fournisseurs français déjà. Dans un premier temps, c'est important aussi pour le consommateur et qui sont responsables au niveau des normes, au niveau des encres, au niveau du textile, au niveau de leurs employeurs aussi, pour garder une éthique là-dessus. Et vous avez été meilleur apprenti de France en 2010 en signalétique, enseigne et décor. Est-ce que ça vous a aidé pour vous lancer? Je dirais que non. Après, c'est vrai que ça se rapproche de mon métier de base. Comme je suis graphiste, j'utilise les mêmes machines, les mêmes logiciels et j'ai toujours créé à mon goût sur ces logiciels-là. Et là, actuellement, vous avez lancé une campagne de financement participatif. Pourquoi? C'est ça. Alors, c'est aussi pour développer la marque dans le sens du 100% français, pour aider à l'aménagement d'une future boutique dans les mois qui arrivent, pour de nouvelles machines, pour des rendez-vous avec des fournisseurs, pour de nouvelles gammes, pour plein de choses qui vont dans le sens du développement de la marque. Donc on retrouve tous les t-shirts, les pulls, il y a aussi des accessoires? C'est ça. Et j'ai même créé une édition limitée spécialement pour la campagne. Par exemple, c'est celui-ci. Donc il y en a 3 différents et ça en fait partie.
Donc pour les filles, pour les garçons, il y en a pour tout le monde? Oui, c'est ça. Il y a des sweats mixtes, des sweats femmes, des sweats hommes, des casquettes en général qui sont mixtes, des vestes, un peu plein de choses. Et en plus, vous êtes implanté à Sénaux, en Haute-Savoie. C'est ça, mais déménagement à Saint-Joriot prochainement. On rappelle votre site internet pour retrouver tous les produits. hautesavoie74.com. Donc HOT, H-O-T. C'est ça. C'est important. Merci beaucoup, Clémentine, d'être venue nous présenter votre marque. Et on vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. On va retrouver tout de suite Fanette de Buisson qui est en direct de la soirée de lancement du réseau des fondus. Salut Fanette. Oui, nous sommes à ici en direct de la soirée de lancement de Réseau des fondus. La semaine dernière sur le c'est le premier les entrepreneurs, les artistes, on va voir ça. Alors Fanette, excuse-moi, je vais t'interrompre. La connexion est pas super, on t'entend pas très bien. Est-ce que tu m'entends ? Alors, apparemment, ça ne passe pas avec l'Impérial à Annecy. On essaiera de retrouver Fanette un petit peu plus tard ou sur nos réseaux sociaux. En tout cas, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub pour le journal de la rédaction.